puisque le jour où j'ai pris rendez-vous, j'étais totalement à fond, ce qui n'était strictement jamais arrivé de ma vie. J'étais assez hallucinée parce que j'étais capable de me faire toute seule, c'est-à-dire assez hallucinée par le fait que j'étais capable de me couper la voix le seul jour où on me demandait réellement de m'exprimer. Je vais imaginer un certain nombre de choses. Ce que je n'avais pas imaginé, c'est au fond ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ce que je n'ai pas imaginé, c'est le degré d'émotivité qui s'est immédiatement emparé de moi. Et ça, c'était absolument inattendu. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai le sentiment qu'on arrive avec des raisonnements et qu'au moment où on se retrouve devant le psy, quelque chose se passe qui est en dehors du raisonnement. On n'est plus dans un rapport de raisonnable. La seule présence du type en face de vous provoque quelque chose qui est totalement inattendu. Nous sommes assis face à face et là il m'a demandé de me présenter et je lui ai donné mon nom et celui de mes 2 enfants. Et il a eu une petite phrase ironique, il m'a dit « Ah bon, alors qu'est-ce que je peux faire pour vous 3 ?» Et là j'ai réalisé que j'avais pour habitude de me présenter avec mes enfants. Et donc ça m'a gênée. J'ai eu honte un peu parce que j'ai senti qu'il me perçait à jour très vite et ça m'a dérangé un peu pour la première fois. Lorsque quelqu'un prend rendez-vous avec moi et que je lui donne un rendez-vous, je n'ai vraiment, sauf exception, aucune idée de comment va se passer notre premier entretien. Et en dehors d'une phrase d'accueil, je ne sais absolument pas à l'avance si je vais poser beaucoup de questions, si je vais être silencieux, si je vais poser des questions incisives ou évasives. À dire vrai, je n'anticipe pas. Lors d'une première séance, j'ai toujours le sentiment qu'il faut accrocher la personne qui vient nous voir. Non pas l'accrocher à notre personne, mais l'accrocher à ce qu'elle dit. Je crois que cette première séance constitue un événement pour lui. Un événement n'a pas besoin d'être spectaculaire. Et cet événement ne peut résider non pas dans le sentiment qu'il a qu'il est vraiment venu voir la bonne personne à la bonne place. Cet événement, c'est plutôt dans ce qu'il va dire. Je sanglotais et je lui disais « Mais je ne comprends pas, je ne comprends pas, tout va très bien, tout va très bien. » Madame la marquise. Et il m'a dit que non, je n'allais pas bien. Vous n'allez pas bien. C'était la première fois que quelqu'un me disait ça, alors que jusque-là, on m'avait élevé dans cette idée que tout allait bien pour moi, que j'avais tout pour être heureuse. Et tout à coup, quelqu'un m'autorisait à penser que je n'allais pas bien. C'était extraordinaire, c'était une grande libération. Dès la première séance, ce psychanalyste m'a dit quelque chose qui m'a marqué et qui était différent de ce que disaient les autres médecins, même s'ils pouvaient me parler en bon père de famille, comme on dit en droit. Il m'a dit, à la fin de l'entretien, « Je ne vous juge pas ». Et personne ne m'avait jamais dit une chose comme ça. Ce qui m'a frappé plus que les mots de l'analyste lors de la première séance, des premières séances, c'était le ton, c'est la question, c'est la phrase qui reste en l'air avec vos propres mots. Et c'est finalement, la personne, ce tiers là, cet analyste reprend exactement les mêmes mots, mais il en change l'intonation. Et ça prend du sens. Quelqu'un d'autre dit ce que je viens de dire. Ça permet de l'extériorité par rapport à ça. Ça, j'ai découvert tout de suite. Ça m'a bien accroché. En effet, le psychanalyste ne juge pas, et ce n'est pas non plus quelqu'un qui met ses mots dans votre bouche. En fait, il prend vos propres mots et en produit du sens en les télescopant. Et chose étonnante, en maintenant entre vous et lui une étrange distance, en cultivant une apparente froideur qui ne peut que surprendre à la première séance. Moi, je lui racontais ce qui me posait problème et ainsi de suite, et il n'y avait pas vraiment de réaction de son côté.
il me répondait sur le même ton, quoi que je dise, ce qui était à la fois très frustrant. Ça me donnait l'impression de me dire, mais il ne se rend pas compte que j'ai mal, que ça ne va pas. Et en même temps, c'était hyper rassurant. C'est vrai que c'est un choc de voir quelqu'un qui est censé nous redonner du courage être aussi froid. Parce que le psy est froid. Je crois même qu'il faisait exprès d'être aussi antipathique. Voir madame, comme ça, très froid, et il disait rien. Et de temps en temps, il s'animait, il faisait ses mais c'était quand je ne le voyais pas, c'était derrière mon dos. Et devant moi, il revenait avec son masque de froideur. Le fait de pouvoir finalement craquer, pleurer, se laisser aller, et avoir cette personne finalement qui respecte ça sans nous sauter dessus, en attendant un petit peu que les choses passent, ça fait finalement que ça passe relativement vite et qu'on peut se remettre dans le discours. Il est vrai que lors de cette première séance, le patient amène là des souvenirs douloureux, des choses qu'il n'a jamais dit à personne, des rêveries dont il a honte, ce que Freud appelait les intimités. Bon, et donc on ne confie pas ça facilement. Donc, effectivement, ça nécessite un mode de présence très particulier. C'est accueillir sans juger, sans prendre position et aussi sans s'émouvoir. C'est-à-dire, c'est une présence justement dans laquelle on ne s'identifie pas au patient pour lui permettre justement de mieux se situer par rapport à ce qu'il dit. La distance de l'analyste, pour moi, est pas du tout vécue comme un manque affectif. Enfin, ça ne me pose aucun problème, au contraire, c'est même totalement nécessaire. S'il se mêlait d'avoir quelque chose d'affectueux envers moi, une envie de consolation, ça serait sûrement, je pars tout de suite. Cette impassibilité attentive, que Freud appelait plutôt la neutralité bienveillante et qui surprend tant lors de la première séance, Patrice Lecomte a essayé de la saisir dans Confidence trop intime, dont Catherine Cabrol a photographié le tournage. Je pense que la psychanalyse est cinématographique, même dans son économie de l'action, c'est vrai qu'on puisse dire, pour une raison très simple. C'est que la psychanalyse, il y a, surtout dans la première séance, puis dans les séances qui suivent, il y a des enjeux émotionnels qui sont si forts que pour aller capturer ces moments de trouble, ces vertiges, ces flottements éventuels ou ces abandons, il y a vraiment que la caméra pour faire ça, pour être au plus près des regards, des vibrations, des frémissements, de tout ce qui se trame, quoi, qui peut être très ténu, quoi. Et le cinéma est merveilleux pour ça. Mais justement, dans ce contexte où se mêle le trouble à l'abandon, on imagine que les paroles du psychanalyste sont rares, et cela inquiète celui qui ne s'y est jamais frotté. Si je devais aller voir un psy, et donc si je devais affronter cette première séance, j'aurais trop peur, moi qui suis par ailleurs assez volontiers bavard, j'aurais trop peur d'être désemparé et de lui dire « vous voulez que je vous raconte quoi ?» Et il ne me répondrait pas. C'est vrai que bien souvent, les personnes qui n'ont pas encore fait une analyse se demandent s'ils vont avoir affaire à un mur ou pas. Et il y a quand même cette idée qui circule qu'ils vont plutôt avoir affaire à quelqu'un de silencieux. Je peux en parler à titre personnel. Je n'ai jamais été silencieux par système. C'est vraiment quelque chose qui non seulement varie d'ailleurs avec chaque analysant, bien évidemment, mais qui varie avec chaque moment de sa cure. Il y a des moments où on est particulièrement silencieux, de manière au fond presque stéréotypée, et d'autres moments où on intervient beaucoup. C'est un silence qui est habité. C'est pas un silence sans parole. C'est pas un silence sans geste. C'est pas un silence sans mouvement du corps, de mon corps dans la séance. Donc, le silence, c'est quelque chose qui offre toujours un lieu au sujet qui parle, d'inscription.
j'apprends finalement à décrypter ces silences et les silences sont aussi importants que les paroles. Elles mettent en scène, les silences mettent en scène les paroles, donc les paroles sont assez rares, mais toutes comptent. Dans les moments où elle faisait comme ça, cette femme que je vois encore parfois, oui, mais alors, et que d'un seul coup elle taisait, c'est là où chantait tout ce, la marmite bouillait, enfin, que la cuisine se faisait, que quelque chose d'incroyable se soulevait en moi. Et le silence est merveilleux, c'est ce qu'il y a tout le monde. Le silence du psychanalyste n'est pas la seule idée fausse qu'a engendré la découverte freudienne. Pour beaucoup, l'affaire est entendue. La psychanalyse, c'est bien évidemment cher, très cher même. L'argument du psychanalyste, c'est oui, les séances sont chères, mais elles sont chères parce que ça fait partie du traitement. Oh, c'est formidable. C'est fantastique. C'est une trouvaille. Ça, alors là, c'est là où je me suis dit, c'est quand même astucieux. C'est par rapport à la compréhension d'une grosse partie des éléments de la nature humaine, c'est vraiment intéressant. Le goût du paraître, le goût du cher, le goût des trucs comme ça, oui, ça va. Je trouve ça astucieux, quoi. Pour ce qui est de la question de l'argent, je trouve qu'il est normal de payer, même cher, voire très cher, un psy, pour les mêmes raisons que on ne joue pas au casino avec des allumettes. Si on joue au poker entre amis en disant on intéresse la partie avec des Smarties, on va beaucoup moins s'amuser si on intéresse la partie avec de l'argent. Et j'ai tendance à penser que chez un psy, on doit intéresser la partie. En matière d'argent, je suis intraitable, écrivait en effet Freud. Mais la réalité du prix de la psychanalyse n'en est pas moins bien différente de ce qu'on raconte souvent à tort. Lorsque j'ai commencé mon analyse, j'étais chômeur, je gagnais presque rien. Et effectivement, je me demandais si j'allais pouvoir faire une analyse. D'abord, j'ai choisi un analyste qui était aussi psychiatre, pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale. Et lorsque je lui ai téléphoné pour prendre mon premier rendez-vous, c'est la première chose dont j'y ai parlé. Je lui ai demandé comment ça allait se passer de ce côté-là. Il m'a répondu qu'effectivement, en analyse, il fallait payer, mais que ça ne devait pas non plus être un empêchement et qu'on allait en discuter. La première séance, j'ai donné ce que je voulais, ce que je pensais pouvoir donner. Et puis, à la séance d'après, on a établi avec mon analyse en fonction de mes moyens le tarif de la séance. Donc, j'ai été sécurisée par rapport à ça. Et je savais que je pourrais continuer. Il agissait un peu comme Zorro, et en fait je trouve qu'il a entièrement raison, c'est-à-dire qu'il prenait aux riches pour donner aux pauvres en quelque sorte, c'est-à-dire j'étais quand même assez fauchée. Et donc il m'a pris un prix très raisonnable. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit Truisme, et là j'ai été vraiment augmentée. Mais il avait entièrement raison. La question de l'argent peut apparaître à la fin de la séance ou plus tard. Et tout dépend des enjeux qui sont en place. Mais le plus habituellement, c'est moi qui ai introduit la question, demandant combien il pensait y mettre. Ce qui a été le plus surprenant finalement pour moi, c'est qu'on m'a demandé quelle valeur j'étais prête à donner à ces séances. Et en fait, je me suis retrouvée un petit peu dans une tempête parce qu'on ne m'avait jamais posé ce genre de questions. Quelle valeur vous donnez finalement? Et j'ai dû sortir un chiffre en quelques secondes en disant mais quelle valeur tu donnes à ça, en sachant que je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Donc effectivement, pour moi, ça a été peut-être la plus grande surprise finalement de la première séance.